Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour ce webinaire en attendant les journées techniques, reconvertir les friches polluées. Alors, on vous expliquera d'ailleurs tout à l'heure avec Laurent Château les modalités d'organisation de ce rendez-vous recalé au mois de septembre. Il nous paraissait important d'avoir un rendez-vous intermédiaire avec vous pour vous donner des informations, faire du teasing aussi sur les contenus qui seront présentés lors de ces journées techniques et puis vous proposer un moment d'inspiration avec notre grand témoin Sylvain Grisot que je vous présenterai et que j'accueillerai dans quelques instants. Alors vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire, plus de 550 personnes, chapeau. Merci en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas en permanence à nous envoyer vos questions, vos remarques. Vous avez un outil sur la plateforme pour cela et moi je m'en ferai l'intermédiaire auprès de nos invités. Par exemple, déjà une question de Patrick Magro de Septem, c'est dans les Bouches-du-Rhône, qui nous demande comment seront organisées les journées techniques au mois de septembre. Réponse, Patrick, dans une vingtaine de minutes avec Laurent Château. Pour introduire nos échanges, qui nous conduiront jusqu'à 12h30, Arnaud Leroy, président de l'ADEME. Bonjour Arnaud Leroy. Tout d'abord, comment allez-vous ? Tous. Je vais très bien. Bon, merci beaucoup. Alors écoutez, avec ce rendez-vous et la préparation des journées techniques, on ne lâche rien sur la reconversion des friches. Selon vous, quel recalage du sujet impose la crise que nous vivons actuellement ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de recalage suite à la crise. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui était vraiment, aussi antérieur à la crise, c'est la mobilisation du foncier dans son ensemble. Et ce qu'a apporté la crise, certainement, ce qu'on a vu, et j'espère qu'il sera pris en considération notamment par les promoteurs et les personnes en charge de l'urbanisme, c'est la volonté quand même d'avoir des espaces verts, aussi bien pour des sujets liés à l'adaptation au changement climatique, ventilation, rafraîchissement des villes, voilà, ça c'est un élément important. Et secondo, on l'a vu aujourd'hui par rapport à des épisodes, alors j'espère que ça ne se représentera pas trop souvent, mais en tout cas on ne peut plus du tout non imaginer le besoin d'espace extérieur, par exemple, si demain on était amené à avoir de nouveau des épisodes de confinement. Oui. Donc voilà, donc ça on l'a bien vu. S'il y a un élément que la crise vient percuter, je pense que c'est sur ces sujets-là de construction, dans la prise en compte, dans la densification nécessaire, des éléments d'extérieur qui étaient peut-être passés un peu, pas porté leur juste mesure il y a quelques mois encore. Alors, au cœur des débats de ces journées techniques, tels qu'on les avait préparés, je rappelle qu'on avait eu un rendez-vous normalement à la fin du mois de mars, il y a celui de l'intelligence collective territoriale et surtout pas pyramidale. Notre grand témoin va plaider ce sujet dans quelques instants. Ma question, c'est, plus que jamais, nécessité d'un jeu d'acteurs efficace sur le terrain. Il est de plus en plus efficace et nécessaire au regard de la raréfaction aussi des terres disponibles. Donc l'idée, c'est quand même d'éviter le grignotage au maximum. Et j'espère un jour avoir même plus que d'éviter, peut-être interdire. Donc du coup, on a des besoins de discussion, de concertation beaucoup plus fort pour fabriquer l'acceptabilité, pour le devenir d'un terrain, par exemple. Un espace vacant, alors si c'est des friches qui sont quand même très présentes dans notre territoire, il faut qu'on arrive à travailler sur cette question-là. Quelle utilisation on fait, quelle optimisation on fait d'un bien de plus en plus rare qui s'appelle simplement l'espace disponible. Complètement. D'autant que cette épreuve collective que nous vivons montre que la ville est à repenser. On en parlera avec Sylvain Grisot, remettre tout à plat. J'ai l'impression qu'il y a une notion de dernier appel là-dedans. Comment vous voyez les choses ? C'est un grand débat ça, avec... Moi, je crois surtout, et sur la base de ce qu'on a pu étudier à l'ADEME, des sujets qui nous écartent un peu des friches, mais par exemple la relation au télétravail, la relation au vélo, d'autres formes d'éléments dont on a vu l'accélération et le déploiement massif lors des 2-3 derniers mois. Donc, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que beaucoup de
de sujets étaient quand même en germe dans la société, notamment en termes de mobilité ou d'organisation de travail, y compris, et j'inclus aussi l'alimentation. Donc la crise a permis d'accélérer les choses. Et c'est sûr que par rapport à la ville, la construction de la ville, l'été dernier, tout le monde se penchait sur la question du rafraîchissement. La question comment faire que les villes ne deviennent pas des étuves, comment faire que des espaces où il n'y a plus trop d'agriculture puissent participer à l'effort alimentaire en mettant en place de l'agriculture urbaine qui sera jamais suffisante, mais en tout cas qui peut être intéressante, y compris pour des sujets de biodiversité, de rafraîchissement également. Donc oui, il y a un élément d'exercice, de repenser la ville, et moi j'irai plus loin. J'irais plus que ville, j'ai territoire et l'articulation entre les territoires. Et ça, c'est vraiment important au regard, des métropoles, qui sont des acteurs puissants, souvent riches, et avec des environnements qui sont des pourvoyeurs, par exemple, d'énergie, des pourvoyeurs d'espace aussi, de loisirs, des pourvoyeurs aussi d'alimentation de qualité en circuit court et compagnie. Je crois que la question, c'est vraiment le dialogue entre ces différents territoires. D'accord. Et deuxième point, si vous me permettez, Jean-Michel, la question des villes, là, ce qui est intéressant avec la crise, c'est le rebond d'intérêt pour des villes dont on disait, oui, c'est des villes qui sont condamnées, moyennes, petites villes et compagnie. Et là, on voit aujourd'hui que par rapport au télétravail, par rapport à la question du train du quotidien, les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui sur la mobilité par le train, font que certaines villes, et on le voit, les premiers indices, par exemple, c'est un truc tout bête, le marché de l'immobilier, peuvent avoir un avenir, alors qu'il y a quelque temps, on disait que c'était des territoires qui étaient sur une pente compliquée. D'accord. Alors, encore une ou deux questions rapidement. On va beaucoup parler avec Sylvain Grisot de sobriété, de ville sobre. Une bonne gestion des friches égale sobriété énergétique. Je crois que c'est un parallèle important qu'on doit faire et dont on reparlera lors des journées techniques. On parlera aussi des usages. Et face à tout ça, alors votre commentaire d'abord, et puis quel est l'engagement de l'agence, de l'ADEME ? Écoutez, nous, c'est une mission historique pour l'agence à laquelle moi je suis très attaché, fier d'ailleurs qu'on fasse ça en direct pour le compte de l'État. Donc, dans un moment vraiment charnière, on disait tout à l'heure par rapport à l'imagination, la construction de la ville nouvelle, le besoin nouveau en termes d'espace vert, en tout cas qui est réaffirmé, et je pense que ça va être compliqué aujourd'hui de continuer à considérer les espaces verts comme quasiment superfétatoires. La question du retour de la biodiversité, de l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, donc ça c'est aussi pour ça qu'on vient de créer à l'ADEME une direction adaptation au changement climatique. Valorisation de ces espaces disponibles, aussi bien pour construire du logement, parce qu'on a quand même un sujet du logement dans notre pays qui est récurrent, qui reste. Donc on voit très bien qu'il faut quand même regarder ce qu'on peut faire de ce point de vue-là. Et pareil sur la question de mobilisation certains types de friches pour la production énergétique, stricto sensu. Donc voilà, l'engagement, c'est de continuer à mettre les moyens, les équipes, travailler sur des outils à destination des collectivités pour de l'aide à la décision, donc des études, comme on fait aujourd'hui déjà, travailler de manière anticipée, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser, l'anticipation par rapport au devenir d'une friche. Un mot-clé important. Qui est important, et secondo, le financement, j'espère aussi avec une dose d'innovation. Donc ça serait bien sur ces sujets-là qu'on avance, notamment en termes de biodiversité aussi, de bioremédiation, comme on appelle ça. Alors merci pour cette proposition, parce que vous n'avez pas lâché le mot, je le dis, la résilience sera au cœur des débats du mois de septembre, parce que le traitement, la reconversion des friches, c'est autant d'opportunités pour s'inscrire dans une trajectoire de sobriété énergétique et évidemment également en ressources, c'est très important. Alors vous allez rester avec nous quelques minutes pour écouter notre grand témoin, Sylvain Grisot. Je vous proposerai juste derrière de réagir et puis de poser directement une question avec un autre grand témoin qui va arriver dans quelques instants. Juste avant, mesdames, messieurs, alors vous êtes très nombreux à être avec nous, c'est chouette. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions, j'en ai déjà quelques dizaines là et je m'en ferai l'intermédiaire auprès de mes invités à venir. Sylvain Grisot, urbaniste, qui va nous parler
de l'urgence de la ville sobre, promoteur de l'urbanisme circulaire. Il a beaucoup travaillé sur un nouveau modèle de conception de la ville basé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la sobriété, le renouvellement urbain et bien évidemment, on parle de reconversion des friches. Bonjour Sylvain Grisot, ça va ? Bonjour, très bien. Bon, alors, je voudrais vous poser la première question que j'ai posée à Arnaud Leroy tout à l'heure. Cette crise, cette épreuve collective, quel impact immédiat sur la consommation et le recyclage des sols, selon vous ? Alors, je pense qu'on tirera les conclusions un peu plus tard. Là, on va pas faire. On peut faire beaucoup de constats déjà, à la fois d'une crise qui est sanitaire, mais aussi de nos réactions à la crise. Je pense qu'on peut autant apprendre finalement de la question médicale et de la présence du virus dans nos villes, que aussi du confinement et de la façon dont on a vécu très différemment nos villes. Une chose est certaine, c'est qu'on a eu un arrêt de la machine de production de la ville, de la fabrique de la ville. Donc, on va avoir un ralentissement de la consommation foncière. Alors, assez bienvenu, les derniers chiffres qu'on a eus. D'ailleurs, en plein confinement, les chiffres du CEREMA sont sortis. Les chiffres de 2017 sont sortis et ils ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la consommation foncière qui a été constatée en 2017 versus 2016, alors relativement légère, mais on consomme encore 25 à 30 000 hectares par an en France de foncier, essentiellement du foncier agricole. C'est loin d'être négligeable. C'est plus de 300 fois le projet Europa City dont on a beaucoup parlé, mais ça, on n'en parle pas. Donc, c'est des impacts qui sont extrêmement importants. Donc là, on va avoir un petit temps de respiration, c'est peut-être bien. Après, mes craintes, c'est qu'on reparte, que quelque part, un peu ce contresens du tous à la campagne qui a été prôné par certains se transforme en tous dans le périurbain et allons tous renforcer cette consommation foncière et cet étalement urbain. Il y a trop d'impacts qui sont associés à ça, perte de capacité de production alimentaire, par la consommation de sol essentiellement agricole, la fragmentation des milieux naturels, l'usage de la voiture, pollution de l'air, émissions de CO2, etc., etc. Et puis on oublie beaucoup, même si on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, une vraie fragmentation sociale autour notamment de nos métropoles, qui font qu'on n'a pas le choix de localisation, et on l'a vu, c'est un vrai souci, y compris dans les périodes de crise. Après, aussi, il y a la tentation, c'est de baisser finalement l'effort, alors que justement, cette crise, ça doit être vraiment un moteur pour une transformation de notre façon de faire la ville. D'accord. Alors, à vous entendre, plus que jamais se pose le sujet de l'urgence de repenser la ville. On doit apprendre tous ensemble à refaire, à réimaginer la ville. Quelles sont vos propositions sur ce sujet ? Vous êtes un fervent défenseur de la ville sobre. Expliquez-nous. Alors, je ne sais pas si elle est circulaire, sobre ou frugale, chacun mettra ses mots, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de recyclage urbain. C'est mon activité principale et donc je suis un peu remonté sur les constats. Peut-être déjà poser un constat, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle, la normalité de la fabrique de la ville, c'est le modèle de l'étalement urbain. Donc on construit en neuf, en périphérie, sur un sol qu'on dit vierge, en tout cas pour des urbanistes, il est vierge. En fait, c'est des terrains agricoles, donc ça sert à quelque chose. Ça, on le fait très très bien, on le fait en quantité, et c'est inefficace de façon extrêmement structurelle. Juste un petit chiffre, on a un quart de la consommation de sol pour des usages d'habitat en France qui a lieu dans des communes qui perdent des habitants. Donc on marche vraiment sur la tête et on ne sait plus comment faire la ville. Alors c'est le schéma, c'est cette transposition de l'économie circulaire ou de l'économie linéaire à la fabrique de la ville. On consomme. Alors c'est pas ce schéma-là, mais on consomme. Je vais demander à la régie, est-ce que vous pouvez garder ce schéma important urbanisme circulaire, s'il vous plaît. Avec les boucles. Aujourd'hui, finalement, notre matière première, comme urbaniste et quand on fabrique la ville, c'est le foncier. C'est pas le sol comme matière, c'est le sol comme espace. Ça a été rappelé par Arnaud Leroy. On a finalement une forme d'obsolescence programmée. On a un usage, on construit et on génère des friches un peu partout en France, des friches, des délaissés, etc. L'idée de l'urbanisme circulaire, mais c'est pas du tout une invention. On le fait déjà. Le problème, c'est qu'on le fait pas assez. C'est qu'une fois qu'on a consommé un sol agricole, on maintient son usage urbain. En intensifiant ses usages, on peut utiliser mieux finalement la ville telle qu'elle l'est déjà,
en transformant l'existant, en modifiant des bâtiments, en travaillant les répartitions foncières. Et puis la dernière des boucles, c'est le recyclage des espaces. C'est évidemment, notamment le recyclage des friches. En fait, toutes ces boucles, c'est pour éviter à un moment que la fabrique urbaine génère sa propre poubelle. Hein. Avec notamment le symptôme, c'est l'émergence de ces friches dans la ville. D'accord. Le triptyque de Sylvain Grisot, intensifier les usages, transformer l'existant, recycler les espaces. Tiens, juste une question, je fais un pas de côté, une question que quelqu'un qui nous écoute vient de m'envoyer. Les friches, c'est aussi un sujet spéculatif sur les territoires. Et la spéculation autour des friches peut venir, passez-moi l'expression, foutre le bordel sur le sujet. On a des questions. Alors, on a des questions sur les valeurs foncières sur beaucoup de territoires, pas sur tous, hein, très clairement. Oui, en effet. Et derrière, un rôle aussi du collectif et du public qui est en train d'émerger, qui est un petit peu différent. Notamment, se pose la question à un moment sur ces espaces extrêmement bien situés ou ces espaces qui nécessitent aussi quelque part, on efface collectivement les erreurs du passé, hein, des bâtiments qui n'ont plus d'usage, qui sont obsolètes, des pollutions de sol notamment, ou des questions de déconstruction qui sont nécessaires, la présence d'amiante, etc. Pourquoi est-ce que nécessairement on reste et on passe sur le marché et la dissociation entre le foncier et le bâti est aussi dans le cadre de ces opérations et aussi une piste intéressante justement pour maîtriser ces phénomènes spéculatifs, hein, très clairement. Alors on en a plein la bouche de l'intelligence collective non pyramidale, hein, le jeu d'acteurs sur les territoires, c'est un véritable enjeu, hein, sur lequel on travaillera d'ailleurs au mois de septembre. Comment vous voyez les choses pour que ça ne soit pas une posture de façade ? Alors déjà, se dire que refaire la ville par rapport à faire la ville en neuf, quelque part, c'est plus complexe. Donc oui, la question du jeu d'acteurs, elle est extrêmement importante. On a industrialisé les processus de production de la ville dans la périphérie. Chacun a son rôle, chacun intervient l'un après l'autre. Quand on travaille sur l'existant, on est sur des espaces bâtis, des espaces habités, des espaces environnés, c'est plus complexe. Et donc, on a une question de jeu d'acteurs qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus complexe à gérer au quotidien. Ensuite, se dire que la circularité, elle nécessite nécessairement à la fois des formes de compétition, hein, qui restent entre des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, mais aussi des formes de collaboration. Hein. Et donc, il faut qu'on réinvente des espaces de collaboration. Et oui, ça nécessite de repenser les processus, les organisations de projets. Alors, on sait faire, hein, tout ça. L'urbanisme circulaire, c'est pas du tout une invention. J'ai rien inventé. On a plein de pionniers, on a plein d'expériences, de démonstrateurs. Ça, c'est des choses qu'on fait assez bien en France. La vraie difficulté qu'on a, c'est à tirer les leçons de ces expériences-là pour passer à la massification de ce travail-là et finalement faire que ce soit le nouveau normal, puisqu'on parle beaucoup de la normalité et du jour d'après en ce moment. Restons là-dessus. Une question du public, je vous la cite. Quel est l'organe qui permet de réunir les aménageurs du territoire et l'ensemble des parties prenantes? Elles sont nombreuses, les assureurs, les associations, les citoyens, bien évidemment. En effet, c'est à l'échelle territoriale qu'il faut créer des rencontres pour favoriser l'intelligence collective afin de faire ensemble. À l'échelle nationale, la trajectoire peut-elle être impulsée? Mais la concrétisation est complexe, nous dit ce téléspectateur. Alors, je pense qu'on a ce jeu d'échelle, hein, qui est un peu le quotidien de l'urbaniste. Il est là d'autant plus important, hein, ça a été rappelé. On peut pas avoir une opération exemplaire à l'échelle d'une commune si, au niveau de l'intercommunalité, on continue de générer de l'étalement urbain. Et on doit évidemment avoir une forme de cohérence entre un cap national, des politiques, des outils qui sont déployés, que ce soit aujourd'hui les débats autour du zéro artificialisation nette ou le travail que mène l'ADEME depuis plusieurs années sur ces questions-là, et derrière une forme de disjonction entre l'action des opérateurs du terrain et des politiques nationales. Donc, il faut qu'il y ait ces rencontres à tous les niveaux, il faut qu'il y ait ce dialogue-là à tous les niveaux sur le projet. Après, je pense qu'on oublie vraiment une chose au quotidien. Hein, on a cet enjeu, on l'a dit, du processus de projet,
du dialogue, de la coopération. On a cet enjeu de la connaissance, du repérage, de la mise en valeur de ces potentiels, alors que ce soit des friches ou des espaces qui sont densifiables. Aujourd'hui, on connaît très peu nos territoires sous cet angle-là. Je généralise, mais il y a extrêmement peu de territoires qui ont fait un vrai recensement des potentiels de renouvellement urbain sur leur territoire, mais on néglige vraiment la question de la compétence. Que ce soit du côté du public ou du privé, la compétence des acteurs, techniques ou organisationnels, qui doit monter. Et là, clairement, ces échelles de dialogue au niveau territorial ou au niveau national sont vraiment extrêmement importantes. Mais on a quelques pionniers et quelques réseaux d'acteurs qui sont importants. On a, au travers d'acteurs type EPF aussi, des savoir-faire qui commencent à monter en gamme sur les territoires qui sont couverts. Ah, on entendra quelques-uns d'entre eux tout à l'heure pour faire un peu de teasing sur le mois de septembre. On va maintenant rentrer dans le cœur de la machine du ZAN, je ne sais pas comment vous dites, le zéro artificialisation des sols. Il y a une question qui est posée par le public, je vous la livre. Beaucoup d'études montrent que les friches urbaines sont des réservoirs de biodiversité. Aujourd'hui, le zéro artificialisation net prône la reconstruction de la ville sur la ville, avec donc une forte consommation des friches urbaines. Ne pensez-vous pas que cette consommation des friches ne va pas faire baisser la biodiversité de nos cités ? Alors, je pense qu'on évite dans des généralités. Alors, ce n'est pas une critique de la question, parce que c'est une vraie question. La question, c'est... Mais finalement, il faut qu'on contextualise. Aujourd'hui, on a surtout beaucoup de friches qui sont abandonnées et délaissées. Et sur lequel on ne sait pas donner un futur, notamment en termes de biodiversité. Une des hypothèses, c'est que le ZAN, justement, le zéro artificialisation nette, notamment dans le cadre des opérations de compensation, puisse venir quelque part créer une forme d'économie autour de la biodiversité, c'est-à-dire que dans le cadre des compensations, on est au contraire de ce qui vient d'être dit, une capacité à financer des opérations de renaturation de friches, qui certes sont des réservoirs dans bien des cas, dans pas mal de cas, et c'est vrai, mais pour autant extrêmement limités, et sur lequel on pourrait faire beaucoup mieux en investissant, en travaillant dessus, mais ça demande aujourd'hui de solvabiliser finalement ces opérations. Après, il y a un vrai risque à dire, on va mobiliser l'ensemble des secteurs, l'ensemble des terrains en friche sur lesquels on va construire de façon absolument massive, mais je pense que ce n'est pas le sujet. Dans la plupart des friches, des grandes friches en France sont finalement dans des secteurs détendus sur lesquels le problème qu'on a, c'est de leur inventer un avenir. Ouais, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais actuellement, par ailleurs, j'anime pas mal de débats pour le deuxième tour des élections municipales. Je sens chez les candidats, les élus, les difficultés à imaginer une ville évolutive. Enfin, on fait des schémas et bien posés, bien installés. Or, ce que vous nous dites impose d'avoir une gouvernance de la ville de demain évolutive. Comment peut-on faire ? Quels sont vos conseils ? Alors, c'est une gouvernance et c'est une ville évolutive. Elle a toujours été évolutive, finalement. On a abandonné, il n'y a pas si longtemps que ça, ce modèle de l'étalement où on abandonne quelque part la ville telle qu'elle est pour travailler à sa périphérie. Je rappelle, il n'a que 50 ans. C'est-à-dire on a tous connu que ça. Mais en même temps, c'est un modèle qui est extrêmement récent, qui est apparu très vite, mais qui est apparu vraiment en France dans les années 60, même plutôt 70, et qui est lié évidemment au développement de la voiture et du rêve automobile. Clairement, on arrive au bout de ce système-là, donc il va falloir inventer autre chose. Oui, donc la ville qui se transforme en continu sur elle-même, ça a toujours été ça, et on vient finalement rétablir cette question-là. La ville, elle a besoin d'être adaptable, et c'est finalement cette adaptabilité, c'est une des clés de la résilience, la capacité pas seulement à encaisser le choc, à revenir à la normale, mais derrière, après le choc, après la crise, d'apprendre de cette crise-là de façon à être différent demain, et finalement, non pas à se préparer à la prochaine crise, mais à se préparer à l'inconnu. Donc il y a les crises, il y a la crise, il y a le Covid-19, il y aura peut-être le Covid-20, mais justement cette adaptabilité, c'est aussi la clé pour comprendre comment est-ce que demain on va arriver à encaisser des chocs liés au réchauffement climatique ou simplement au changement démographique, au vieillissement de la population, aux enjeux de santé associés à ça, à l'émergence de la dépendance, aux questions d'accessibilité ou à des changements technologiques. On a aujourd'hui une ville dont les usages, dont le fonctionnement change beaucoup plus vite que sa durée de renouvellement classique. Donc aujourd'hui, on a tout misé sur le neuf. Il faut qu'on mise sur l'existant
Parce que si on mise finalement uniquement sur notre capacité à refaire et à reconstruire du neuf de façon à la faire évoluer, ben on loupe le cap de la ville de 2050, on loupe le cap de la transition climatique. On doit évidemment travailler sur l'existant. Un participant vous demande si vous avez des exemples de villes d'urbanisme circulaire réussi. Alors, il y en a plein, en fait. Nous, on a publié un petit bouquin sur lequel, non seulement on passe la moitié du bouquin à parler de ces exemples-là, mais on donne la parole à ces acteurs, parce que c'est autant de retours d'expérience, des doutes, des échecs aussi. Et je pense qu'il n'y a pas de territoire parfait, il n'y a pas de territoire idéal. Il y a un certain nombre de territoires, et pas que en France, qui clairement ont donné un cap en termes d'économie de foncier à l'échelle territoriale. On va retrouver par exemple des politiques de ce type-là à des échelles régionales en Italie, sur lesquelles très clairement la préservation des espaces agricoles pour des enjeux de résilience du territoire, pour des enjeux de sécurité alimentaire est plus qu'affirmée. La priorité au recyclage des friches est très clairement une obligation posée aux collectivités, par exemple. Ouais. Et après, on va avoir des micro-exemples d'intensification de l'usage de bâtiments. Par exemple, des restaurants universitaires qui vont servir d'espace de coworking l'après-midi, des opérations de recyclage de friches, des extensions sur les toits, comme on a un exemple ici, des bâtiments qui apprennent à se retransformer plutôt que de faire la tabula rasa et de passer par la déconstruction, ou des opérations neuves, comme on le voit là à l'écran, sur lequel, dès aujourd'hui, on essaie d'imaginer des formes de bâtiments à cette vie, comme les chats, ça c'est pas forcément le meilleur des exemples, c'est-à-dire des bâtiments sur lesquels on n'essaie pas d'imaginer un usage fixe aujourd'hui, mais au contraire, une trame qui va tenir le temps, tenir dans le temps. On construit vraiment pour les 50 ans à venir, et la capacité derrière de changer la façon dont on vit ces bâtiments, mais aussi de penser la fin de vie, et parce que c'est un enjeu qui est très important. Donc il y a énormément de bons exemples sur lesquels on peut capitaliser. C'est aujourd'hui là-dessus que nous, on s'engage. Alors, encore une ou deux questions, et après j'irai vers Arnaud Leroy pour qu'il réagisse et vous pose lui-même, le cas échéant, une question. Alors que Sylvain nous dit « Merci pour votre réponse pertinente et intelligente. Hâte de poursuivre le débat d'idées. » Bon, merci Sylvain. J'ai plusieurs questions sur un sujet qui est la notion d'urgence. Parce que élaborer un PLU, une politique urbaine, c'est long et ça dépasse la maille du mandat bien souvent. Plusieurs d'entre vous là qui nous écoutez, vous dites mais on n'a plus le temps de tout ça. Est-ce qu'on aura le courage d'accélérer les processus et de ne plus se poser de questions ? Alors, c'est clair qu'on a perdu la bataille de la ville de 2030. C'est déjà foutu. On est en train aujourd'hui de construire la ville de 2050. Ça veut dire que c'est plus le moment de se poser des questions philosophiques, de retourner au laboratoire pour inventer la nouvelle technologie qui va sauver la ville de demain. On est déjà en train donc, faut qu'on fasse avec les outils qu'on a. Et ça tombe bien, et c'est vraiment la bonne nouvelle du travail de recensement qu'on a fait. On a des pionniers partout. On a des opérations exemplaires partout. La question, c'est comment est-ce que ce n'est plus des opérations exemplaires. Moi, je pense qu'on doit, que ce soit au niveau des PLU, des SCOT ou simplement des façons d'agir au quotidien, changer la façon de faire, notamment le régime de priorité. C'est avant de s'étaler, est-ce qu'on a des friches à recycler ? Avant de recycler, est-ce qu'on n'a pas des bâtiments qu'on peut réemployer ? Et avant même de réemployer ou de construire des bâtiments, est-ce qu'on a vraiment besoin de construire ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Donc oui, il faut qu'on construise moins. Oui, il faut miser plus sur l'intelligence. Ce n'est pas la même matière grise, ce n'est pas du béton. Mais ça, on peut le faire dès demain. Ouais. Et on l'a montré notamment avec ces pistes, ces interventions sur l'espace public. Voilà, on peut aussi contourner des façons de faire aussi différemment, de façon à aller plus vite. Mais je pense en effet qu'il faut arrêter de se poser trop de questions. L'étalement urbain, ce n'est pas le problème, c'est un symptôme d'un dysfonctionnement beaucoup plus global de la fabrique de la ville, qui aujourd'hui est structurellement dépendant de la voiture. On a besoin de faire, certes, cette ville frugale en sol, mais aussi en matière. On a besoin d'une ville de la proximité. On a besoin qu'elle soit socialement, finalement, aussi pour tous. Et on a besoin d'une ville résiliente. Une fois que j'ai dit ça, finalement, j'ai tout dit. Et c'est juste une ville agréable à vivre. Donc ça, on peut y aller dès maintenant. Et aujourd'hui, les réactions qu'on a à la publication de ce petit bouquin,
moi, me rendre extrêmement optimiste, c'est-à-dire j'ai en face de moi des acteurs, que ce soit des élus, des professionnels, du public, du privé, qui me posent la question du comment on fait et pas du tout la question du est-ce qu'il faut le faire, hein. Ils veulent y aller et je pense qu'on a une mobilisation, y compris des citoyens aujourd'hui. Il faut qu'on repose très clairement les constats pour qu'on comprenne que la ville, c'est systémique, c'est compliqué, certes, mais qu'on peut avoir aussi quelques caps un peu nets. Et pour le coup, l'économie de sol, je le répète, hein, ce n'est pas le problème. Par contre, traiter ce symptôme-là, ça veut dire que finalement, on est vertueux sur bien des aspects. Ouais. Alors, au passage, on a vu effectivement le facsimilé de votre ouvrage qu'on vous recommande tous, bien évidemment. Au chapitre des freins, 3-4 des participants disent reconstruire la ville, la souplesse, le malléable, l'évolutif dont vous parlez, c'est un travail compliqué. Et au chapitre des freins, plusieurs d'entre vous citez les architectes des bâtiments de France qui ont une approche assez conservatoire. Une question sur le moment, Sylvain Grisot. Vous parlez d'intensifier les usages, de transformer l'existant, de recycler les espaces, de densifier. Et en même temps, là, en ce moment, au sortir de cette crise, les gens, nous tous, on veut des villes vertes, des villes aérées. Comment on va gérer cette incohérence ? C'est pas une incohérence. On a besoin de villes aérées, de villes vertes, etc. Aujourd'hui, quand on parle de ville, tout le monde pense à Paris. Voilà, quand on dit espace urbain et urbanisme, tout le monde pense à une rame de métro de la ligne 13 bondée, etc., etc. L'essentiel de la ville, c'est pas ça, hein. L'essentiel de la ville, c'est des espaces qui sont sous-denses, sur lesquels on a des délaissés routiers, sur lesquels on a des friches, sur lesquels on a de vastes zones d'activité où l'essentiel des surfaces, c'est du gazon, hein. Donc on a de la place, on a vraiment de la place partout. Je vous rappelle qu'on aurait 48% des espaces artificialisés en France qui seraient dédiés à la voiture, donc les infrastructures routières, hein, les rues, mais les routes aussi, et aussi beaucoup le stationnement. C'est plus de 50% de l'espace public de Paris, hein, déjà dans ces contraintes, qui est dédié uniquement à la voiture. Donc aujourd'hui, si quelqu'un prend de la place, c'est ça, hein. Donc on a de la place en général, donc on a de la place pour rajouter de la nature. On a vraiment la capacité de le faire. Par contre, par pitié, c'est pas du vert, c'est pas peindre en vert, etc. Ouais. C'est une vraie nature profonde, voilà, du sol, de l'épaisseur, etc. Ça a été rappelé par Arnaud Leroy. L'habitat urbain, c'est pas l'appartement, c'est même pas l'appartement avec son balcon nécessaire. L'habitat urbain, c'est finalement ce qui vient remplacer l'habitat périurbain, où là on est bien à l'échelle de la parcelle. L'habitat urbain, c'est le logement digne, suffisamment grand, son extérieur, l'espace collectif, hein, au pied de l'immeuble. C'est l'espace public, c'est la rue, qui est aussi un espace de jeu, un espace de rencontre, etc. Mais c'est aussi le petit parc et le grand parc sur lequel on arrive à se perdre, hein. Et très clairement, il y a une forme d'incompréhension de ce qu'est la ville quand la première chose qu'on fait, c'est interdire les parcs. Et donc, cette notion indispensable de formation dont vous parliez tout à l'heure. Arnaud Leroy vous écoute et il est toujours avec nous. Arnaud Leroy, une réaction, un commentaire, et puis je vous laisse discuter 2-3 minutes tous les deux. Allez-y, monsieur Leroy. Bonjour Sylvain. Une réaction sur ce qui a été dit plusieurs fois tout à l'heure et qu'on partage beaucoup. Je crois que c'est la réutilisation au-delà des friches de la ville. Donc, nous, on voit sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments dont on parle beaucoup. Quand on parle d'équipement collectif, pendant très longtemps, on avait quand même une culture de raser tel ou tel centre culturel pour en faire un tout nouveau. Et là, il s'avère que c'est de plus en plus documenté que le foyer ou le centre culturel, par exemple, c'est peut-être bien de le garder, en tout cas dans sa carcasse, si vous permettez l'expression, et de le réhabiller, de le rééquiper, plutôt que de mettre tout par terre, parce que la signature carbone, on va dire, et c'est ça dont on parle aussi, quand vous parliez tout à l'heure de sobriété énergétique, la signature carbone d'un bâtiment neuf est quand même vraiment beaucoup plus importante que toute rénovation. Donc ça, c'est quelque chose aussi de nouveau qu'on pousse de plus en plus à l'ADEME, la rénovation de l'existant. Ça, c'est quelque chose d'important.
Moi, je retiens aussi un sujet qu'on voit émerger, et peut-être que quand on parlait tout à l'heure de l'impact de la crise, celui-ci est peut-être à prendre en considération, c'est ce que moi j'appelle la versatilité des bâtiments. Donc voilà, faire des bâtiments qui peuvent être évolutifs. Donc il y a une dimension pour l'habitat, notamment par rapport aux âges, aux âges de la vie, dans tel ou tel appartement, avoir des bâtiments qui sont en capacité de s'adapter, notamment à la question du grand âge. Donc voilà, ça c'est des données qui ne sont pas anodines. Se pose la question aussi d'un agrandissement de famille sans possibilité éventuellement de changer d'appartement, donc des trucs un peu plus modulaires ou de maisons. Donc voilà, ça c'est des évolutions qu'on observe et qu'on pousse quand on peut les pousser. Moi, je reviens vraiment sur la question dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est le retour en tout cas des parcs ou des espaces verts petits ou grands. Il suffit pas simplement de déclamer de faire un Central Park, c'est pas le sujet. On voit aussi très bien qu'il faut continuer à travailler sur des continuités, notamment pour faire les fameuses trams, pour qu'on puisse par exemple aider à la biodiversité, pour qu'elle puisse ne serait-ce que se mouvoir correctement. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on va devoir accélérer et être peut-être plus prescripteur. Alors moi j'ai une question, parce que là on vit quand même sous un régime juridique foncier qui commence à dater, 67. Depuis très longtemps il y a des débats sur une grande loi sol qui a souvent été un petit peu bloquée parce qu'on se heurte à la question des campagnes et du domaine agricole. Et là on voit que ces sujets sur le sol aujourd'hui sont quand même vraiment concernent de plus en plus les villes, même si c'est, on va dire, la part la moins importante d'espace utile du pays. Mais il y a peut-être quelque chose à travailler sur justement les réponses juridiques. Est-ce qu'on est bien armé juridiquement aujourd'hui par rapport à ces choses-là? Donc il y a un coin qui a été mis par la loi biodiversité, mais est-ce qu'on ne doit pas aller plus loin pour justement se donner des outils, des bases légales qui permettent vraiment d'orienter les choses? Et tout à l'heure, quand Jean-Michel Aubry parlait d'urgence, c'est vrai qu'on a un sujet aussi par rapport à la multiplication des plans, des documents d'urbanisme. Parfois, on peut se le dire aussi entre nous, leurs difficultés en termes de cohérence. Et ça, je crois qu'il y a peut-être un examen approfondi à mener pour qu'on ait des choses cohérentes et que chaque parcelle du territoire participe à cette belle stratégie qui est la stratégie nationale bas carbone. Donc voilà, donc ça c'est un vrai débat, que chaque document d'urbanisme puisse contribuer de manière prescriptive, parce que c'est un grand débat chez les juristes en droit administratif, à cet objectif commun qui est la neutralité carbone 2050. Alors merci pour cette question, parce que sur le sujet que vous mettez sur la table, j'ai au moins 5 contributions qui nous sont venues de nos participants. Votre réponse, Sylvain ? Alors très clairement, il y a un cadre juridique qui peut évoluer. Après, ce qu'on constate aussi, quand on rentre dans le détail et les dernières données, on a enfin, ça fait 20 ans qu'on parle d'étalement urbain, et on a des données foncières, des données de consommation que depuis l'été dernier. Il y a eu un travail très important qui a été réalisé notamment par le CEREMA. Quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit aussi qu'on a un vrai échec d'outils actuels, notamment de la plupart des SCOT, sur cette question de l'économie de sol. Est-ce qu'on doit rénover les SCOT ou faire des meilleurs SCOT? À mon avis, avec le cadre législatif qu'on a déjà pour le SCOT, on pourrait avoir des choses beaucoup plus performantes, qui ont beaucoup plus d'efficacité là-dessus. Donc attention aussi, oui, il y a un certain nombre de freins à lever. Nous, on a passé pas mal de temps à les identifier. Il y a des freins réglementaires. On a plutôt aussi un cadre culturel, et vous venez de le dire, la loi LOF 67, etc., etc. On a aujourd'hui une politique foncière qui est tissée autour des 30 Glorieuses, sur une croissance positive et sur lequel il faut consommer. Je vous rappelle qu'y compris dans les territoires ruraux, quand on est sur des cartes communales, finalement, on n'a pas le droit de faire d'extension urbaine, mais une des exemptions, c'est quand on perd des habitants. Donc dans les territoires qui perdent des habitants, c'est une exception pour faire un lotissement en périphérie. On a du logement vacant, donc on a le droit de faire un lotissement. On marche vraiment sur la tête, et culturellement, on a un truc qui est inscrit dans notre profession. Alors une petite attention, on a parlé des ABF tout à l'heure. Je vais mettre à côté les assurances, le cadre législatif, la question fiscale, etc., etc. On a énormément de freins qui sont identifiés. Le contrôleur technique. Moi, ce que je constate, c'est que quand on travaille avec les pionniers, ils ont tous réussi soit à s'y confronter, soit à contourner ces freins-là.
il y a des ABF qui comprennent parfaitement ces enjeux-là. On a des cadres assurantiels sur lesquels on a des gens qui innovent et sur lesquels on sait travailler, par exemple, la question du réemploi des matières, etc., etc. Donc attention à ce que ces freins réglementaires, ces grandes réformes nécessaires, etc., ne servent pas d'excuse à ne pas agir demain, dès demain, dans le bon cap. Et bien souvent, c'est un peu le cas. Je pense qu'on a en effet quelques réformes nécessaires, mais surtout besoin de se bouger et d'arrêter de se dire qu'on a besoin de faire des réformes. Et puis par contre, on a besoin de compétences et d'acteurs sur les territoires. Moi, je suis un franc militant sur une généralisation de l'action des EPF sur l'ensemble du territoire national, mais aussi d'une montée en compétences globales des différents acteurs. Donc voilà. Après, il nous manque aussi un outil de dialogue entre ce monde, et vous le disiez, hein, et là j'adhère pleinement, entre ce monde agricole et ce monde urbain. Finalement, c'est aussi un sujet de projet urbain, le territoire agricole. Justement, Sylvain Grisot, j'ai plusieurs questions autour des friches agricoles, de la réalité des friches sur les bourgs ruraux, parce qu'elles apportent souvent aussi une image négative, nous dit l'un de nos participants. Et le problème qui se pose régulièrement est le changement de destination de la parcelle. Quel est votre comment on peut y remédier? C'est ce qu'il demande. Alors, je pense que la friche agricole, et alors attention, hein, aujourd'hui les transferts, parce que souvent on dit oui mais regardez, il y a des friches agricoles, donc il y a trop de terrains agricoles, on peut les consommer. Quand on regarde au global, c'est absolument pas ça. On a très clairement une consommation de sol agricole qui va à 80-90% vers des usages urbains, et le réenfrichement naturel de terrains agricoles reste marginal au niveau national. Par contre, on a des territoires sur lesquels c'est un vrai sujet. Ça fait partie de ce processus sur lequel on arrête, et c'est là-dessus aussi où il faut qu'on travaille. Finalement, on arrête le bail agricole parce que c'est 15 ans, c'est contraignant, en attendant que au PLU, naturellement, la friche agricole devienne constructible, parce que vous comprenez, il faut bien enlever cette verrue du territoire. Et finalement, l'urbaniste est très rarement confronté à l'agriculteur. Et d'ailleurs, il est souvent bien accueilli quand il est face à l'agriculteur, parce que, en fait, ça fait 50 ans qu'on vient combler les formes de déficit parce qu'on ne paye pas nos agriculteurs à produire, on ne les paye pas quand ils nous nourrissent, et finalement, ça fait aussi partie un peu du plan de retraite. Moi, dans le bouquin, j'ai mis une citation de mon grand-père qui faisait des expropriations, qui était expert immobilier dans les années 70, et déjà, c'était ce processus-là. Il était confronté une fois, 2 fois, 3 fois au même agriculteur qui avait l'intelligence de se mettre en périphérie des villes pour attendre la prochaine expropriation. Donc c'est un processus qui est complètement inscrit. Il faut qu'on casse cette machine-là très clairement. Il nous reste 2 minutes, une question à chacun de vous deux. Arnaud Leroy, lors de votre introduction, vous avez cité le sujet des financements. Alors évidemment, plein de questions autour de ça, comme par exemple celle de M. Benoît pour l'Office de développement durable des Mureaux dans les Yvelines. Alors la question est longue, mais en gros, et il y a 4-5 questions autour de ça. Il faut que l'ADEME facilite l'activité des acteurs urbains qui fonctionnent sans subvention de fonctionnement et pas seulement avec des appels à projets, parce que ça démotive les initiatives souvent réservées aux grandes structures. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à M. Benoît? Peut-être qu'il y a ce ressenti-là. En tout cas, on essaie de travailler justement pour pouvoir apporter des réponses à l'ensemble des structures, aussi bien des collectivités selon leur taille qu'au niveau des acteurs, notamment des bureaux d'études ou autres structures, pour justement ne pas favoriser que les poids lourds des secteurs concernés. Donc voilà, donc on essaie. Et là, justement, je suis ravi de pouvoir vous annoncer qu'on vient de lancer une nouvelle plateforme qui s'appelle Agir pour la transition écologique. Donc, c'est la porte d'entrée dorénavant pour l'ensemble des appels à projets de l'ADEME pour les demandes de subventions, qui vise à simplifier les choses, les parcours, notamment des entreprises ou des bureaux d'études, des collectivités. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. C'est en ligne depuis peu. Et on essaie de répondre par ce biais-là aussi, parce qu'on sait très bien que dans certaines structures ou regroupements de collectivités ou structures quelconques, on n'a parfois pas les ressources nécessaires, les ressources humaines j'entends, à mettre à disposition en temps pour pouvoir préparer des appels à projets, répondre à des cahiers des charges qui peuvent parfois paraître assez conséquents. On fait au mieux pour réduire cette pression-là. On essaie de travailler aussi par des systèmes de délégation, justement pour permettre d'aller plus vite, notamment sur la question des friches, pour tester des choses aussi.
Donc voilà, donc on essaye et puis on est preneur s'il y a comment dire, il y a des conseils ou des retours d'expérience et tout ça. Et moi, je suis de cette école-là pour regarder si on peut faire évoluer. Après, il y a des contingences, notamment en termes de compta public, de règles qu'il faut suivre. On peut pas non plus passer sous silence ces contraintes, quoi. Merci beaucoup. Gilles Coffin nous rappelle une actualité sur les SCOT, puisque l'ordonnance de modernisation des SCOT a été signée hier. Il nous dit que cette ordonnance apporte un cadre beaucoup plus stratégique et vertueux en matière d'économie du foncier. Ça vous parle, Sylvain Grisot, parce que je lis un commentaire là-dessus, l'architecture permaculturelle. Oui, enfin, il y a une intelligence dans les principes de la permaculture, hein, donc on sort du bac. Il y a quand même des principes fondamentaux, notamment par exemple qu'en permaculture, un espace doit servir au moins à deux choses. Hein. Il y a plusieurs usages et on voit bien, Arnaud Leroy le rappelait tout à l'heure, il faut à la fois éviter de déconstruire et donc pour éviter de déconstruire, il faut faire des bâtiments, où on peut calquer ça sur les espaces urbains, qui peuvent changer d'usage et donc travailler dès le début sur deux usages différents du même espace. Ça leur donne une intelligence, une évolutivité qui est nécessaire et qui fait partie à la fois de cette transition bas carbone, parce qu'on va éviter de déconstruire pour reconstruire, qui a des bilans souvent vraiment déplorables. Et puis on sort de cette obsolescence programmée, hein, qui est inscrite dans le bâti. Donc oui, ce principe de la perma est vraiment intéressant. Et je vous rappelle que c'est un principe de résilience aussi. Oui. Hein. Cette capacité-là d'avoir plusieurs usages, ça permet l'adaptabilité et c'est fondamentalement ça, la définition de la résilience dont on a tellement besoin. On en avait déjà besoin, mais là, on en prend conscience aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvain Grisot. On rappelle votre ouvrage sur l'urbanisme circulaire, ce manifeste que vous avez produit. Bon, j'espère qu'on se retrouvera aux journées techniques de septembre. C'était passionnant. Et maintenant, et merci beaucoup à Arnaud Leroy également. Merci à vous. Merci à tous les deux. Alors, l'actualité du secteur n'est pas en friche. Ouh là là, le jeu de mots. Et on va en parler tout de suite avec Laurent Château, directeur qui travaille au sein de la direction des villes et territoires durables à l'ADEME. Bonjour Laurent, vous pilotez par ailleurs ces journées techniques. Alors, je vous poserai la question de comment vont-elles se dérouler tout à l'heure, hein, mais tout de suite, parce que c'est un truc qu'on avait envie de bien décortiquer au cours de ces journées, où en est la feuille de route ministérielle sur la reconversion des friches. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, la lutte contre l'artificialisation et la reconversion des friches, c'est un sujet qui est considéré au plus haut niveau de l'État depuis un petit moment. Des travaux ont été initiés en 2019 et puis sous l'égide de 4 ministères, donc ce qui montre bien que ce sujet il est transverse et bien pris en compte et intègre différentes dimensions. Ce travail, il a été remis sur la table en février via le GT Sobriété Foncière qui a commencé à travailler sur différents axes et mesures. Alors certes, la période de confinement a un peu ralenti le processus, mais voilà, un travail a été continué sous l'égide de 4 parlementaires et aujourd'hui, on a 4 axes et 15 mesures qui sont une base de discussion qui ont été transmis à un ensemble de parties prenantes en juin pour réaction. L'idée étant de pouvoir aboutir au plus proche de la rentrée à cette feuille de route. Alors vous pouvez nous donner quelques exemples de ces axes et mesures ? Oui, alors déjà, vous donner des orientations. L'idée, ça a été rappelé par Sylvain Grisot et Arnaud Leroy, c'est déjà de consommer moins et de consommer mieux. C'est-à-dire de moins de ressources, notamment moins de foncier, et d'utiliser au plus l'existant. Autrement dit, un leitmotiv qui est moins de matières premières et plus de matières grises. Ce qu'il faut, c'est plus penser les projets, puisqu'on va travailler sur des choses qui sont un peu plus complexes que seulement du foncier brut agricole. Et donc, il y a besoin de mieux faire. Alors, les 4 axes, connaître le phénomène d'artificialisation. Le deuxième axe, recycler. Améliorer le recyclage foncier. Le troisième axe, il vise à contenir l'étalement urbain et préserver les espaces naturels et agricoles. Et enfin, c'est un sujet important, c'est d'offrir un nouveau modèle qui concilie sobriété foncière et puis cadre de vie. Alors Sylvain Grisot l'a évoqué, il y a beaucoup de pionniers, il y a pas mal de retours d'expérience qui existent, mais il y a besoin de continuer à travailler sur ce modèle.
Mhm. Vous avez un avis, oui, vous avez certainement un avis, donc je vous le demande, sur un sujet que j'abordais avec Sylvain Grisot tout à l'heure, comment concilier sobriété foncière et cadre de vie, hein, avec notre aspiration à prendre l'air. Ouais, alors c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est a priori antinomique et assez compliqué. L'idée, c'est d'essayer de distinguer ce qui est la densité vécue par les citoyens et puis la densité urbaine avec un simple indicateur en nombre d'habitants au kilomètre carré. Il ne s'agit pas, avec cette sobriété foncière, d'aller densifier tous les espaces vacants existants, toutes les dents creuses, ça serait complètement contre-productif, mais au contraire d'aller vers de la densité vécue qui soit un équilibre entre l'ensemble des besoins de la ville, du logement, de Ouais, l'activité, bien sûr. et de travailler également sur cette composition urbaine. Sylvain Grisot l'a évoqué, l'architecture, la qualité du bâti, mais également le traitement des espaces extérieurs, les ambiances, faire en sorte que des éléments, des morceaux de ville qui peuvent être en déshérence soient retravaillés pour redonner de Bien l'attractivité. sûr. Il y a besoin d'un accès aux services et aux loisirs. Et si l'idée, c'est de seulement tout mettre en périphérie et de prendre sa voiture pour faire toutes ces activités, ben, on ne va pas y arriver, quoi. Donc les Ouais. friches qui sont sur tous les territoires et au cœur de nos villes, dans toute leur diversité, eh bien, ce sont des opportunités pour cette recherche d'équilibre. Alors, deux questions qui me sont posées aussi, hein, par les participants et qui concernent l'accompagnement de l'ADEME. Arnaud Leroy a redit que vous étiez, enfin, vous gériez en propre ce sujet des friches et que vous allez continuer à le faire. Quels sont les outils mis à disposition des collectivités locales? Deux, il y a beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que les actions de soutien à l'émergence de projets vont continuer? Alors, sur la première question, les outils à disposition, donc on a pas mal d'outils qui permettent justement euh, de- d'apporter du retour d'expérience de pionniers et d'acteurs qui ont mis en place des approches de reconversion de friches. Et donc, voilà, les publications qu'on peut avoir sur le sujet permettent voilà, de porter à connaissance au plus grand nombre ces expériences. Ce qu'on sait également, et bon, on le constate, et je pense qu'il y a pas mal d'acteurs, collectivités dans l'auditoire qui sont confrontés à ça, c'est la décision d'un projet se fait à l'aune du simple bilan économique de l'opération. Il y a des dépenses pour remettre en état un foncier, pour réaliser le D'accord. projet, et en face, il y a des recettes ou pas de recettes. Et si l'équilibre n'est pas au rendez-vous, bah, le projet ne peut pas sortir. Mais c'est une vision, alors c'est important ce bilan économique, mais en tout cas, ce n'est qu'une vision partielle de la situation. Et on n'a pas, avec ce simple bilan, une vision à 360 de l'opération de reconversion, c'est-à-dire quels sont l'ensemble des bénéfices socio-économiques que la reconversion va permettre, quels sont les impacts évités, parce qu'on va réinvestir un espace délaissé par rapport à consommer des espaces naturels, agricoles qui rendent des services, que ce soit en matière de stockage de carbone, qui sont utiles à l'alimentation de nos villes. Et donc, on développe actuellement, et on développe un travail d'arrache-pied pour finaliser un outil D'accord. à la rentrée qui permettra justement aux collectivités d'avoir cette vision globale et permettre Ah. voilà, de décider en toute connaissance de cause sur différents indicateurs au-delà de ce simple bilan économique de l'opération. D'accord. J'ai vu passer tout à l'heure l'illustration du guide friche que vous avez publié. Et donc, en deux mots, rapidement, les actions de soutien, ça continue? Alors les actions de soutien continuent. On avait lancé en fin d'année dernière un appel à projet. Alors je reviendrai sur la question qui a été posée par la personne des Mureaux tout à l'heure. On a un appel à projet qui existe depuis 2010. Donc l'édition 2020, on est en train d'expertiser les projets. Il y a pas mal de bons projets, des projets d'acteurs de dimensions différentes, hein. On ne soutient pas uniquement que des grosses structures, et des petites structures arrivent à remplir et à proposer des dossiers de qualité. Donc, on est sur cette phase d'expertise avec l'idée d'annoncer les lauréats idéalement
début septembre et de relancer la machine sur cet appel à projet pour 2021. On n'est pas les seuls à lancer des appels à projets parce que les territoires, les régions, et on en parlera également pendant les journées de septembre, sont également à la manœuvre pour proposer des solutions d'accompagnement, de financement par des appels à projets, également par du financement d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, on peut citer notamment la région Grand Est et la région Occitanie qui lanceront prochainement la 3e édition de la rappel à projets régionaux, en lien avec l'ADEME, avec d'autres structures, les agences de l'eau, les EPF notamment. Et puis, ce qu'il faut dire également, qui est en termes d'ingénierie, ça c'est un peu pour répondre à la question qu'a posée M. Desmiron, il y a ce besoin d'ingénierie au service des collectivités, petites et moyennes. Alors nous, parmi nos modalités d'aide, on peut apporter du financement à des missions d'AMO pour soutenir à la conception, à la réalisation, aux études pour des projets de reconversion. Et c'est aussi un axe fort, ce besoin de renforcer l'ingénierie, c'est un axe fort de la future feuille de route sur la lutte contre l'artificialisation et le recyclage foncier, notamment avec les EPF, mais voilà, avec également d'autres moyens. Il vous reste 30 secondes pour répondre à la question de Patrick Magro. Savez-vous comment est organisé le colloque de septembre sur la valorisation des friches? Ben non, Patrick, on ne sait pas. Bah, si, on sait un peu quand même. Alors, votre réponse? Les journées sont maintenues les 10 et 11 septembre. Alors, évidemment, avec le contexte, son évolution, on ne va pas, et vous en doutez, maintenir le format qui était pressenti jusque-là. On est en train de réfléchir justement à un nouveau format qui garde du dynamisme et qui permette justement de concilier les contraintes sanitaire, de distanciation, mais également le besoin de garder des temps d'échange, de la convivialité, des modalités de rencontre, notamment avec toutes les solutions techniques qui sont à disposition maintenant. Donc on sera principalement en distanciel, mais on a également du présentiel pour les intervenants et on est en train de redéfinir concrètement le programme et on pourra vous l'annoncer d'ici mi-juillet. Sur les orientations, on garde la même volonté, c'est-à-dire de présenter les différentes approches qui prévalent en matière de reconversion des friches, l'approche territoriale qui est importante, la dimension d'observation, et on aura une présentation tout à l'heure sur ce sujet-là, mais également du retour d'expérience concret qui témoigne de la manière dont des opérations de reconversion permettent de traiter les différents enjeux qui se posent aux collectivités et aux villes de maintenant. Alors, ça a été présenté par Sylvain Grisot tout à l'heure, mais voilà, l'adaptation au changement climatique, le besoin d'avoir des espaces de respiration, le besoin également de proposer des nouveaux usages plus en phase avec ce besoin de lien social ou de production de proximité. Merci beaucoup. Alors merci aussi pour l'organisation de ce webinaire, parce qu'au moment où on se parle là tous les deux, j'ai les chiffres, vous êtes très précisément 288 à être connectés et vous venez de 7 pays différents. Tiens, c'est intéressant. Et pour répondre à une question que plusieurs d'entre vous vous posez, oui, il y aura le replay de ce moment qui sera disponible. Merci beaucoup Laurent Château et nous allons terminer notre rendez-vous avec quelques spots teasing sur les journées de septembre. Alors, il y a des plénières qui sont programmées. Il y a de nombreux ateliers pratiques, techniques, opérationnels pour vous. Et puis, il y a ce moment du Forum des initiatives pour échanger une petite quinzaine de projets que vous alliez comprendre, partager et pourquoi pas piquer des bonnes pratiques. Donc, on a pris le casting, on a pris quelques-uns d'entre vous qui allaient intervenir. Et là, ce que je vous propose pour terminer, c'est en rafale quelques pitchs très très courts sur des actions, des projets que vous portez aux quatre coins de la France. Franck Gaudin est avec nous, responsable du pôle développement de l'établissement public foncier de Savoie. Et vous interviendrez, Franck, dans un atelier sur... pour nous présenter un observatoire des friches économiques que vous avez mis en œuvre. Vous nous le présentez ? Ah, on ne vous entend pas, Franck. On ne vous entend pas. Voilà. En 2017. Oui, allez-y, Franck. Oui. Allez-y. Oui. Donc, nous avons mis
en place cet observatoire des friches économiques dès 2017. Il est en service depuis peu, enfin en service en ligne depuis le début du confinement, depuis mars 2020. D'accord. Alors, le pourquoi de l'observation, enfin, expliquez-nous à quoi sert cet outil. Je suppose que c'est pour avoir une bonne photographie du foncier artificialisé en priorité. Comment est venu le projet? Puis on va voir quelques planches que vous nous avez envoyées. Alors effectivement, la première finalité, c'est d'intervenir sur du foncier déjà artificialisé avant de consommer du foncier agricole ou naturel. Ouais. On a commencé à intervenir sur cet observatoire car des élus nous posaient des questions sur des acquisitions de friches, sur une intervention sur des sites qui étaient vraiment extrêmement problématiques. Donc on a voulu avoir une image globale de ces sites en Savoie, sur notre territoire d'intervention, afin d'alerter les élus sur l'existence des sites parfois et sur les dangers inhérents à ces sites par la présence de pollution ou pour les personnes qui pourraient vouloir se rendre sur les sites. Mmh. L'intérêt pour les collectivités ? L'intérêt pour les collectivités, c'est d'une part de mettre en lumière les sites, c'est-à-dire de les montrer aux développeurs économiques et aux acteurs du territoire. C'est de récupérer toutes les informations sur les sites, que ce soit les études qui ont été faites, les risques potentiels sur les sites, identifier les propriétaires quand il y en a, et éventuellement de bénéficier des services de l'EPFL pour des actions de portage ou de démolition si nécessaire. Très bien. Alors on voit quelques captures. Je crois que les données sont en ligne là aujourd'hui. Les données sont en ligne effectivement sur nos sites. On va voir l'adresse à l'écran là. À l'observatoire. Donc c'est des données qui sont accessibles à nos partenaires, aux initiés. C'est pas des données que l'on diffuse au grand public pour éviter les phénomènes d'exploration urbaine et les visites inadaptées sur ces sites. Bien sûr. Alors, notez l'adresse du site que vous pouvez consulter. Observatoire des friches 73, tout attaché, c'est inscrit à l'écran, .fr. C'est pour vous. Donc, on vous retrouvera au mois de septembre. Exactement, je serai là. Voilà, et vous nous présenterez cet outil. Dans la construction du programme qui va être visité, bien évidemment, comme l'a dit Laurent Château, on s'attachera à donner le maximum d'outils et de pistes concrètes. Et pour répondre aussi à la question de Gaël, oui, il est encore possible, bien évidemment, de s'inscrire à ces journées du mois de septembre. Merci beaucoup, Franck Godin. Et on va continuer en accueillant Stéphane Berdoulet et Clémence Brunet. Alors, eux nous viennent du département de Seine-Saint-Denis et vous allez nous parler d'un projet que vous avez mené. Clémence, vous êtes chargée de projet ingénierie écologie à l'Observatoire de la biodiversité urbaine du département de Seine-Saint-Denis et Stéphane, vous représentez l'association Allage. Clémence, expliquez-nous en quelques mots le cahier des charges, les questions qui ont été posées par le territoire et après on verra comment on y a répondu avec le projet que vous portez, Stéphane. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, le territoire de la Seine-Saint-Denis est un département qui est marqué par son histoire urbaine et industrielle, dans lequel le conseil départemental s'est, depuis les années 70, engagé dans une politique de promotion des espaces verts en ville, de la nature en ville, avec notamment la création de grands parcs, de grands poumons verts, qui aujourd'hui, qui ont été depuis classés sites reconnus à l'échelle européenne, le site Natura 2000. Mais voilà, aujourd'hui, on fait face à une accélération de l'urbanisation, notamment dans le cadre des projets du Grand Paris, des projets des Jeux Olympiques et Paralympiques également. Et donc là, il y a vraiment une problématique de repenser la ville et offrir de nouveaux espaces de verdure aux citoyens et donc d'étendre, si possible, nos parcs départementaux. Alors par ailleurs, le département du coup fait face à une problématique de sols dégradés parce qu'aujourd'hui les espaces résiduels qui restent sont souvent dégradés par un passif industriel et pour la majorité de ces sols, ils sont pollués.
Donc c'est pour ça depuis 2014, on expérimente des solutions de reconstitution de sol en partenariat avec le monde associatif et scientifique. Alors justement, ce point-là, c'est un peu gonflé parce que votre département confie à une association la requalification de près de 3 hectares de friches. C'est l'association Allage. Stéphane Berdoulet, expliquez-nous quel a été. Alors le projet s'appelle l'îlot. Quelle a été votre réponse et comment vous l'avez architecturé dans un partenariat très équilibré avec l'ensemble des acteurs? Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Oui, alors l'association Allage, elle s'est créée il y a 25 ans sur une double indignation qui est les personnes fragiles éloignées du marché du travail et la question du cadre de vie dégradé. Et elle porte le projet l'îlot que vous avez nommé, qui est un projet au service de la biodiversité, mais aussi de l'emploi. Et on est sur la pointe nord de l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, qui accueillera notamment le village olympique, donc avec une visibilité aussi certainement incroyable. Alors, il faut que vous imaginiez une friche industrielle qui a accueilli pendant plusieurs décennies des quantités de terre, de remblais, qui sont issus de la fabrique de la ville, en fait, de Paris. On se retrouve aujourd'hui avec 3,6 hectares enrobés de goudron pour une partie, compactés pour une autre, pollués sur la totalité, notamment aux métaux lourds. Et en fait, c'est dès le baron Haussmann, les grands travaux de Paris envoyaient leurs déchets sur le bout d'île. Et pour répondre à votre question, maintenant, il faut imaginer donc des associations, des habitants, des architectes, des paysagistes, des écologues, des spécialistes des sols, le département, la ville, l'État, et depuis peu l'ADEME, et on espère encore plus présent dans le futur, qui vont ensemble coopérer pour transformer cette friche en un démonstrateur de reconquête de la biodiversité, de régénération des sols et de l'horticulture urbaine. Et ce jeu d'acteurs, on appelle ça le PPPP, le partenariat public-privé population. C'est ça la question. Partenariat. Une sorte d'écosystème territorial qui a une visée coopérative, mais qui intègre le besoin des habitants et la volonté des habitants. Bon, alors, très intéressant, et c'est un projet que vous nous présenterez dans le détail, bien évidemment, au mois de septembre. Il y a une notion d'éducation populaire aussi dans votre projet, tout en ayant un volet très important de recherche scientifique, de re-questionnement, comme vous l'avez dit, de l'urbanisation. Merci beaucoup. On continue notre balayage avec quelques spots de sujets que nous pourrons partager lors de ces journées techniques, reconversion des sites et sols pollués, des friches urbaines. On va avoir avec nous dans quelques instants Gaël Plassard d'Envisol, s'il est en ligne avec nous. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors, vous étiez inscrit au Forum des initiatives. Bon, ça prendra, comme l'a dit Laurent Château, une autre dimension au mois de septembre. Le but, c'est vraiment de partager des expériences tous ensemble. Alors, quelques mots pour nous présenter votre projet Chrysalide sur la gestion des sites contaminés et des friches. Moi, à la journée des friches, donc, quand je vais parler de Chrysalide, qui est une initiative qui a pris place à Pont-de-Claix, donc dans la banlieue de Grenoble, et surtout le but de Chrysalide, c'était de réfléchir à la manière d'utiliser de manière efficace les innovations technologiques pour pouvoir requalifier et revaloriser les friches. Et on sait que la requalification des friches est vraiment difficile, et c'est une étape qui est assez complexe, notamment parce qu'on doit prendre en compte des phases de démolition, de désamiantage, et donc comme les collectivités locales peuvent être démunies face à l'ampleur de la tâche, on a décidé de s'associer donc avec l'établissement public foncier local du Dauphiné pour créer ce lieu, Chrysalide. L'acronyme veut dire Centre de réflexion isérois en aménagement liminaire durable. Et donc ce lieu, pour nous, on voulait qu'il soit un démonstrateur d'innovation modulaire et nomade. Et on a présenté l'idée à la ville de Pont-de-Claix qui s'est tout de suite associée à l'initiative. Alors là,
Je vois que les slides défilent assez vite. Ouais. Si on peut revenir juste un peu avant. Non, parce qu'il nous reste 30 secondes. Mais juste, vous pouvez nous citer une première réalisation qui a été lancée? Excusez-moi. Oui, vous m'entendez? Ouais, la communication n'est pas très bonne, malheureusement. Dites-moi. Oui, non, je vous demandais si vous pouviez nous citer un premier effet, une première réalisation, une première concrétisation qui a été lancée. Ouais, la première concrétisation, c'est effectivement le Labcom Spexol, donc en partenariat, donc soutenu par la NRT, en partenariat avec le laboratoire Editem. Et donc la première réalisation, c'est qu'on a créé un outil qui nous permet de mesurer des composés organiques sur des matières solides. Donc on utilise la fluorescence induite par laser, donc pour mesurer notamment des HAP. Alors dans les sols pollués, ça c'est la première application, mais ce qu'il y a de bien avec le Labcom, c'est qu'il y a d'autres applications. C'est-à-dire que l'outil qui a été inventé je peux vraiment pas dans ce Labcom. Vous pouvez me rappeler plus tard? J'ai pas bien compris. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Ah oui, c'est celui... D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui est en ligne et qui passe ses coups de fil. Écoutez, merci de fermer votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, allez-y, Gaël. Merci. D'accord. Du coup, donc l'outil qui a été inventé va permettre d'être utilisé dans différentes applications. Donc sur les sites pollués, bien évidemment, mais aussi dans le cadre de gros tournées pour certaines mesures, et puis aussi pour la détection des microplastiques. Donc globalement, voilà, l'objectif de Chrysalide, de ce lieu, c'est vraiment de mutualiser des moyens et des services afin de pouvoir faciliter l'innovation et mieux requalifier les friches, et tout ça pour aider les collectivités. Merci beaucoup, merci Chrysalide. Vous-même, Gaël Plassard, vous nous présenterez aussi ce projet. Le but, c'est vraiment d'échanger ces bonnes pratiques et de se donner des bonnes idées. Et puis, au Forum des initiatives, nous recevrons également Marie-Charlotte Favre, qui est avec nous. Alors, un grand merci à vous. Je ne sais pas si vous êtes en ligne, Marie-Charlotte. Bonjour. Voilà, bonjour. Un grand merci à vous, parce que pour tout raconter à celles et ceux qui sont avec nous, on vous a juste proposé de participer à ce webinaire hier soir, et vous avez dit chiche. Alors, vous nous présentez un projet qui arrive à sa fin, là, à la fin de cette année, et qui est un projet qui vise à faciliter la massification d'opérations de terre excavée, et avec un terrain de jeu qui concerne l'Île-de-France, la Normandie, la vallée de Seine. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. C'est le projet alors on n'a plus votre image. On vous entend bien, Marie-Charlotte, mais on n'a plus votre image. Donc, écoutez, allez-y, et tout en nous parlant, essayez de rappuyer sur le bon bouton. Allez-y, je vous en prie. Alors, on élabore une pompe d'eau géochimique. Non, ça ne marche pas bien, votre liaison n'est pas bonne, je suis désolé. Et on l'avait vu tout à l'heure à l'essai qu'on a fait avec vous. Donc, écoutez, c'est pas grave. Si on peut rapidement diffuser les illustrations que nous avait envoyées Marie-Charlotte Favre, qui est chef de projet ESP, au cabinet BG Ingénieur Conseil. Donc, vous voyez, ce projet, on me dit qu'elle revient, permet de réutiliser des terres excavées de manière quasi systématique en organisant ces flux sur le territoire, avec des résultats qui vont être publiés à l'automne. Vous êtes voilà, vous êtes avec nous. Bon. Donc voilà. Donc l'idée, c'était d'élaborer un projet de front pédagogique sur le bassin parisien et d'utiliser ces terres excavées pour des projets d'aménagement. On a évalué 40% le potentiel sur l'île de France, qui représenterait 8,2 millions de tonnes de terre. Écoutez, je suis désolé, mais on va vraiment devoir arrêter. La liaison est très, très mauvaise là, avec vous, et c'est saccadé. Bon, voilà. En tout cas, on a compris ce projet. Il y a déjà des modélisations qui ont été réalisées, territoire par territoire, et seront produits d'ici la fin de l'année aussi quelques chiffres clés sur la proportion des terres réutilisables, et c'est ça qui est intéressant.
intéressant, un sacré projet territorial et qui demande bien évidemment à se démultiplier. Voilà, on voulait vous donner quelques zooms, quelques pitchs rapides sur des projets que nous partagerons et que nous vous présenterons en plénière, en atelier, sur le Forum des initiatives lors des journées techniques de septembre. Laurent Château vous a donc confirmé qu'elles étaient bien maintenues les 10 et 11 septembre, sous un autre format bien évidemment, et on vous donnera des informations précises d'ici la mi-juillet. Et oui, bien évidemment, il vous est possible de vous inscrire en nombre sur ces journées. Quelqu'un nous demande si le programme de septembre abordera la question de l'impossibilité de construire des équipements scolaires sur d'anciennes friches industrielles. C'est un fil rouge, ça, au cours de ces journées techniques précédentes et celle qui va venir. Donc oui, on abordera bien évidemment ce sujet. Et d'ailleurs, de manière plus générale, vu qu'on a reçu quelque chose comme 150 questions pendant notre échange, nous allons les prendre. Et je vais en faire cadeau à Laurent Château, qui prendra soin de les trier et de s'en inspirer pour la reconstruction du programme de ces journées techniques. Nous nous étions engagés à terminer ce webinaire à 12h20, il est 12h18. Donc il me reste à vous remercier de votre attention, de votre participation également, puisque les questions que j'ai là sur mon micro-ordinateur ont été très nombreuses. Quelqu'un dit bravo et merci. Eh bien, vous aussi, bravo et merci. Et nous avons hâte de vous retrouver au début du mois de septembre, même si ce sera encore en digital. Et d'ici là, on vous souhaite un bon été sans rien lâcher, bien évidemment, sur vos projets friches. Voilà, à très bientôt et bonne journée à vous.